Alors revenons à l'exemple. A, c'est cette matrice que vous voyez ici, cette matrice 3 x 3. On sait qu'elle est inversible. Et donc du coup, on va calculer son inverse avec la méthode que je viens de vous présenter. Donc, on considère la matrice augmentée A avec l'identité, donc l'identité à droite de la barre. Et ensuite, on fait une suite d'opérations élémentaires. Et ces opérations élémentaires que vous voyez là, ce sont exactement les mêmes opérations élémentaires qu'on a fait la semaine passée pour déterminer la solution de ce système, qui est 2, moins 3, 1, si mes souvenirs sont bons. Donc, on a appris exactement les mêmes opérations sur les lignes, et à la fin, on obtient cette matrice ici, où à gauche de la barre, vous avez la matrice identité, et puis à droite de la barre, vous avez une matrice, celle-là, qui, théoriquement, devrait être l'inverse de la matrice A. Alors, avant de vérifier que c'est bel et bien cette matrice, donc normalement, quand je vais multiplier cette matrice A-1 par B, je devrais automatiquement tomber sur la solution. Peut-être juste avant de le faire, je vais vous rappeler comment marchent ces opérations sur les lignes, hein, c'est peut-être pas un luxe. Donc, par exemple, prenons la ligne 3 de la deuxième matrice, donc cette ligne-là. Et donc, à l'opération suivante, ce que je fais, c'est que j'écris L3 égale à L3 plus 3L1. Donc, au fond, la ligne 3 est changée en la ligne 3 plus 3 fois la ligne 1. Alors, la raison de ce 3 fois la ligne 1, c'est parce qu'au fond, on veut éliminer ce moins 3 que vous voyez ici. Et comme j'ai 1 en première composante, eh bien, il suffit que 1 en première composante de la ligne 1, pardon. Il suffit que je multiplie cette ligne-là par 3 et que j'additionne, et normalement, je devrais avoir 0. Puis, pour le reste, il faut faire le calcul, donc je vais vous rappeler comment ça marche. Donc, la ligne 3, c'est moins 3, 2, 2, barre, 0, 0 et 1. Et puis, je vais calculer 3 fois la ligne 1. Donc, 3 fois la ligne 1, c'est 1, 1, 3, 0, 1, 0. Et donc, 3 fois la ligne 1, c'est simplement multiplier toutes les composantes par 3. Donc, je vais avoir 3, 3, 9, 0, 3, 0. Et donc maintenant, la ligne 3, la nouvelle ligne 3, ça va être l'ancienne ligne 3 plus 3 fois la ligne 1. Donc tout ça va me donner ma nouvelle ligne 3. Donc je réécris juste, c'est moins 3, 2, 2, 0, 0, 1. Ça c'est 3, 3, 9, 0, 3, 0. Puis on fait les additions composante par composante. Donc sans surprise, la première composante de ma nouvelle ligne 3, c'est 0. C'est pour ça que j'ai choisi cette opération-là. Et ensuite, on calcule. 2 plus 3, ça fait 5. 2 plus 9, ça fait 11. La barre, 0 plus 0, 0. 0 plus 3, 3. 1 plus 0, 1. Voilà ma nouvelle ligne 3. Et les autres opérations élémentaires, c'est exactement le même fonctionnement. Je vous rappelle ici, le principe, c'est le principe de l'élimination de Gauss au début pour avoir une matrice échelonnée. Et puis ensuite, on continue ces opérations pour obtenir la matrice identité que vous voyez ici. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse pour vous rappeler comment fonctionnent les calculs sur les lignes. Sur les colonnes, c'est le même principe, sauf qu'il faut faire ces opérations sur les colonnes. Alors, revenons à l'exemple. On a calculé ici l'inverse de la matrice A, et maintenant on va quand même vérifier que c'est bel et bien cette matrice qu'on cherche. Et ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va multiplier cette matrice, A-1, par B. Alors, il faut se rappeler que dans notre cas, B, c'est ce vecteur moins 7, 2, moins 10. Pour s'en rappeler, il faut simplement revenir au système de départ. Le voilà. Et vous voyez effectivement ici le vecteur B, ou plutôt les composantes du vecteur B dans le système, ou simplement écrit en matrice augmentée là.
Donc notre vecteur B c'est moins 7, 2, moins 10. On a notre candidat pour la matrice inverse. Eh bien on multiplie simplement cette matrice par ce vecteur B. Vous avez le calcul qui est fait ici. Et vous constaterez que on tombe sur le vecteur solution, c'est-à-dire 2, moins 3, 1. Ça marche. Alors on considère un deuxième exemple. Ici vous voyez que n est égal à 2. Donc bien évidemment que la méthode que je vous ai présentée, elle marche quel que soit le n. Avant on avait n égale à 3, ici n égale à 2. Alors c'est un peu moins lourd en calcul du coup, c'est ça l'avantage. Et j'ai choisi cet exemple, ce système, dont on sait en fait qu'il a une unique solution. On n'avait pas calculé cette solution, mais en fait ce système, je l'avais utilisé pour illustrer un point géométrique au fond. Et la manière dont je sais que ce système a une seule solution, c'est que la semaine passée, donc, j'avais considéré chaque équation comme étant l'équation d'une droite. Donc ces deux équations, donc la première et la deuxième, correspondent à l'équation d'une droite. Et en fait, ces deux droites ne sont pas parallèles et le point d'intersection correspond à la solution. Donc, on sait pour ce système qu'il y a une seule solution. S'il y a une seule solution, eh bien on sait que la matrice issue de ce système, donc ici la matrice 1, 5, moins 3, 10, eh bien on sait par le théorème qu'on a vu au début que cette matrice va être inversible. Donc on va pouvoir appliquer notre méthode pour trouver l'inverse de A. Et avec cette inverse, on va pouvoir calculer la solution qu'on ne connaît pas jusqu'à présent. Alors donc, on considère la matrice augmentée AI, que vous voyez ici, et puis on fait cet enchaînement de 4 opérations élémentaires. Donc je vous rappelle que le principe, c'est d'abord d'obtenir une matrice échelonnée en faisant simplement l'élimination de Gauss. Et une fois qu'on a cette matrice échelonnée, faire en sorte d'éliminer toutes les composantes non nulles de la matrice qui est à gauche de la barre pour qu'il n'y ait que des 1 dans la diagonale. Donc pour en fait obtenir la matrice identité. Alors ici en l'occurrence, quand on a la matrice échelonnée, celle-ci donc, il suffit de diviser par 5 la ligne 2, et puis ensuite on ajoute à la ligne 1 3 fois la ligne 2 pour éliminer le moins 3 ici. Alors donc, on obtient au final cette matrice augmentée, où on a l'identité à gauche de la barre, et de l'autre côté de la barre, on a le candidat qui devrait être l'inverse de la matrice A. Alors, comment on va faire pour déterminer la solution de ce système? On va prendre cette matrice A-1, on va la multiplier par le vecteur B qui est ici 0, 2. On va obtenir un nouveau vecteur, et normalement ce vecteur devrait être la solution du système. On va vérifier que cette solution est bien une solution, c'est-à-dire qu'on va remplacer les composantes de ce vecteur dans le système original, et voir si les égalités sont bel et bien satisfaites. Alors c'est ce que vous voyez fait ici. La première chose que je fais, c'est que je multiplie la matrice A-1 par le vecteur B, et j'obtiens donc ce vecteur à la fin, 6 sur 25 en première composante et 2 sur 25 en deuxième composante. Alors, il me reste maintenant à vérifier que cette potentielle solution est bel et bien une solution. Donc, je vais reprendre les équations de mon système, puis remplacer x1 par 6 sur 25 et x2 par 2 sur 25, et voir si je tombe bien sur les égalités que je dois vérifier dans mon système. Donc la première équation, normalement, à la fin, elle doit me donner 0 quand je substitue par les valeurs que j'obtiens ici. Et la deuxième équation, elle doit me donner 2. Alors, on fait le calcul comme c'est fait là, et c'est bel et bien le cas. Donc, la solution potentielle est bel et bien la solution du système. Et donc, on peut conclure que la solution, c'est l'ensemble où il n'y a qu'un seul élément, et cet élément, c'est la solution, le vecteur 6 sur 25 pardon, et 2 sur 25 pour la deuxième composante. Alors j'espère que ces deux exemples vous ont convaincu de la validité de cette méthode pour trouver l'inverse et donc calculer la solution à partir de l'inverse d'une matrice. Le seul problème au fond pour l'utiliser, c'est de savoir au préalable que la matrice inverse existe et donc de savoir au préalable qu'on a une unique solution au système.
La semaine passée, grâce au rang, on avait vu un critère qui nous permettait de savoir si un système avait au moins une solution. Donc en fait, il ne distinguait pas le cas où il y avait une infinité de solutions du cas où il y a une unique solution. Donc on ne peut pas utiliser le critère que j'ai énoncé la semaine passée pour pouvoir savoir si on a une unique solution. Alors, le théorème que vous voyez ici permet de résoudre ce problème. Et ce théorème nous dit que si on a une matrice carrée, donc qui appartient à Rn fois n, alors l'existence de son inverse est équivalente au fait que le rang de cette matrice est égal à n. Et dans le cas où on a une matrice carrée n fois n qui a son rang qui est égal à n, on parle de matrice de rang plein. Donc, pour les deux exemples qu'on a traités, l'exemple où n égale à 3 et l'exemple où n égale à 2, on a pu constater que la matrice avait un inverse, et au fond, ce théorème nous garantit que le rang de ces deux matrices va être égal à n, c'est-à-dire 3 pour le cas d'une matrice 3,3 et 2 pour le cas de la matrice 2,2. La matrice que vous voyez ici, ou plutôt le système que vous voyez là, écrit sous forme matricielle, c'est un exemple qu'on avait traité la semaine passée, donc c'est un système 3 équations, 3 inconnues, pour lequel on avait vu qu'il y avait une infinité de solutions, et donc il n'y a pas une unique solution. Et si vous calculez le rang de cette matrice, donc cette matrice 3,3, celle-ci, eh bien son rang n'est pas égal à 3, il est égal à 2. Ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas une unique solution, et donc qu'il ne sert à rien de chercher l'inverse de cette matrice. Alors, ce théorème, il est utile en théorie. Le seul problème, c'est que calculer le rang d'une matrice, on l'a vu la semaine passée, ça revient à faire des opérations élémentaires sur la matrice. Donc au fond, on ne gagne pas grand-chose à essayer au bol de trouver l'inverse d'une matrice, même si elle n'existe pas, parce que pour calculer le rang de la matrice, on va faire au fond à peu près les mêmes étapes. Donc on ne gagne rien en pratique. Et donc il convient de trouver un autre critère qui nous permettrait de savoir au préalable si la matrice a un inverse ou non. Et ce critère, il va être donné grâce à la notion de déterminant qu'on va voir dans l'autre vidéo. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve pour la prochaine.